Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Je suis Thierry Essam David Iberakouma, le Minotaure, l'abbé de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, le bon sens populaire agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars kleptomanes politiques tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir. Ces courtisans et intrigants sans base électorale qui sont prêts comme ça à détruire le capital social du chef d'État Brice Clotaire et Oligui Nguema. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par le prince Adouma, le Minotaure de la baie de Cachou, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Je vais engager une thématique tout à l'heure avec mon frère Patrick Oyabi. Et donc là, je suis en train de me préparer pour m'y rendre, aller vers sa rencontre, pour que nous puissions discuter sur les vertus d'un échec programmé. Je ne sais pas si nous comprenons réellement ce qui se passe dans notre pays, si nous sommes sur véritablement le bon chemin, ou c'est moi qui ne comprends rien de ce qui se passe à l'heure actuelle au sein de notre système macro-politique, économique et social. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Je voudrais commencer cette émission déjà en félicitant les promus de la coordination générale des campagnes du chef de l'État. En l'occurrence, le choix a été porté sur Jean-Pierre Oyiba. Jean-Pierre Oyiba, que nous connaissons très bien pour avoir été longtemps directeur général de l'OPLAC, ensuite directeur de cabinet du chef d'État Ali Bongo Ondimba, et Jean-Pierre Oyiba va être victime d'une cabale au sommet de l'État dans le cadre d'une recherche du contrôle de l'exécutif, justement, du système étatique. Il va être accusé de détournement de fonds publics du côté de la BEAC et Jean-Pierre Oyiba, directeur de cabinet du chef de l'État, va rendre son tablier. Et c'est la première fois que nous voyons quelqu'un qui est accusé, à tort ou à raison, dans une procédure judiciaire démissionnée. Il a démissionné de son poste et s'est remis à la disposition de la justice gabonaise. La justice gabonaise a fait ses investigations avec ceux également des auxiliaires de la BEAC et ils se sont rendus compte que Jean-Pierre Oyiba n'était pas coupable des faits qui lui étaient rapprochés. Malheureusement, Jean-Pierre Oyiba ne va pas récupérer son poste de directeur de cabinet du chef de l'État puisqu'Akombesi va s'installer majestueusement à ce poste-là et les conséquences néfastes, nous les connaissons tous. Et nous sommes de ceux-là qui avaient applaudi le fait que Brice Clotaire Oligui Nguema, au soir de sa prise de pouvoir, avait appelé Jean-Pierre Oyiba à ses côtés comme haut représentant personnel du chef d'État, avec Guy Bertrand Mapango et notre très cher frère Gervais Ounian. Et Jean-Pierre Oyiba s'est toujours caractérisé par cette humilité. C'est un acteur politique doté d'une certaine humilité, un véritable humaniste, un altruiste, et qui a toujours œuvré dans le sens de la solidarité entre les différents fils de la province du Haut-Ogooué, mais également sur l'ensemble du territoire national. Et le choix porté sur sa modeste personne n'est donc pas un choix fortuit. Et nous voyons tout de même plusieurs acteurs politiques étatiques s'insurger contre le choix de notre compatriote. C'est mal comprendre quels sont les enjeux électoraux à venir et c'est mal imaginer également le génie qui sommeille dans notre compatriote. C'est quelqu'un qui a une forte mobilisation, une forte mobilité, une forte flexibilité dans sa réflexion. C'est quelqu'un qui n'est pas haineux, qui n'est pas jaloux, comme certains de la province que je ne citerai pas le nom pour ne pas leur faire une publicité gratuite. Donc je voudrais féliciter ce compatriote-là pour le choix qui a été porté sur sa modeste personne en qualité de coordinateur général de la campagne du chef d'État. Et j'ose tout simplement croire que lui également il ne va pas se laisser abuser par un certain nombre de groupuscules de personnes qui ont choisi pour la voie de la propagande, l'ethnisation, la tribalisation et la provincialisation de notre système étatique, voire même sa balkanisation. Je voudrais également féliciter Aurélien Mitsami Nguema, que je ne connais pas du tout. Paraît-il, c'est le petit frère du chef d'État, ancien directeur du budget, directeur général du budget, et qui aujourd'hui
se trouve certainement n'ont pas remis à son administration d'origine, puisque c'était un magistrat de carrière. Mais quand cela ne tient, c'est lui le responsable d'Osiman. Et je le disais d'ailleurs hier, lorsque j'ai interrogé Bob Mengom, que le petit frère du président sera celui-là qui va gérer les finances de la campagne du chef d'État. Il n'en sera pas autrement. Parce que moi, David Berakoma, en tant qu'acteur avisé, je suis capable d'anticiper sur le comportement d'un certain nombre d'acteurs politiques parce que j'arrive à les observer méticuleusement et grâce à ma vision clairvoyante, eh bien, j'arrive à déceler pratiquement les pièges ou encore les convictions des uns des autres. Donc, Mitami Nguema, qui n'est rien d'autre que le petit frère du chef d'État, lui également accusé à tort ou à raison lorsqu'il était directeur général du budget. Je ne reviendrai pas sur cette actualité dès lors que la procédure, je ne sais pas là où elle se trouve à l'heure actuelle. Certainement, et le président avait déjà dit que c'était un complot qui avait été ourdi contre son petit frère. Mais qu'à cela ne tienne, le petit frère du chef d'État, qui est le responsable d'Osiman, et qui est une association à caractère ethno-linguistique, c'est-à-dire une association constituée essentiellement de femmes. Et c'est pourquoi à l'époque, ils appelaient cette association Osiman. Et grâce à son souci de recherche, de rassemblement du plus grand nombre de personnes, eh bien, Osiman s'est transformé en pensée patriotique. Et d'ailleurs, le chef de l'État avait recommandé le plus grand nombre de personnes pour adhérer dans cette structure initiée par son petit frère. Malheureusement, les Gabonais sont restés réticents face à leur adhésion au sein de cette structure. Et là, nous apprenons qu'Osiman, ou pensée patriotique, s'est retrouvé du côté du 6e arrondissement de la commune de Libreville. Et j'ai bien vu d'ailleurs cette vidéo qui m'a été envoyée dans le disque de Radio Moscou par Bob Mengom, où Aurélien s'exprime en langue fan. Et disant d'ailleurs très bien que à l'heure actuelle, celui qui est détenteur exclusif du pouvoir, eh bien, c'est notre frère Ekan. Et par conséquent, tous les Ekans et autres devraient apporter une aide réfléchie au chef d'État. Et ces paroles-là ont insurgé, voire même flagellé plusieurs acteurs politiques étatiques, tels que le Phénix, que vous connaissez bien, qui est activiste politique, d'ailleurs, qui ne soutient pas la politique du chef d'État, mais également Bob Mengom et plusieurs autres compatriotes. Mais je voudrais dire tout de même à nos frères fans que cette campagne en langue vernaculaire ne peut pas servir d'alibi pour pouvoir faire comprendre que c'est notre frère qui est actuellement détenteur du pouvoir. Il faut éviter ce genre de rencontre où on arrive à spécifier, à typologiser un groupuscule de personnes, une ethnie, une région, une province. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut faire un rassemblement essentiellement de fans pour parler en langue vernaculaire et donner un certain nombre de messages. Et lorsqu'on vous dit que vous êtes des tribalistes et que vous êtes des personnalités politiques et qui n'arrivent pas à respecter les autres ethnies, vous allez dire que non, les gens sont contre le petit frère du chef de l'État. Non, il ne s'agit pas de cela. Il n'y a pas que l'ethnie fan, il y a plus de 53 voire 54 ethnies. Est-ce que vous pensez très honnêtement que mener la campagne du chef de l'État de manière sectaire, cela va aider le chef de l'État à pouvoir engager les profits, à pouvoir mobiliser le plus grand nombre de personnes? Voilà quelqu'un qui parle en langue vernaculaire, qui appelle une composante sociétale, une ethnie, une religion, une fratrie, une communauté à se mobiliser pour le vote de son propre petit frère ou grand frère, que sais-je. Et cette même personne-là est hissée au plus haut sommet de la coordination des campagnes du chef de l'État et responsable de la gestion des ressources humaines. Et qui plus est, responsable des ressources financières. Mais la gestion des ressources humaines nous exige une certaine probité, une certaine moralité, une certaine éthique. Et la gestion des ressources humaines ne doit pas se faire à géométrie variable. Elle doit tenir compte des compétences des gens, elle doit tenir compte justement d'un certain nombre d'aspérités. Mais dès lors que vous avez déjà des gens qui ont choisi presque leur mobile de campagne, qui ont choisi leur axe de campagne, qui ont fixé leurs objectifs sur leur communauté, sur leur ethnie, sur leur région, sur leur province, et comment ces gens-là vont se débarrasser de ce carcan, de cet individualisme, de mauvais aloi pour embrasser le communautarisme? Comment est-ce que les autres ethnies vont pouvoir s'intégrer dans la gestion de ce compatriote-là? Et vous voyez bien
comment l'histoire arrive toujours à rattraper les gens. Voilà quelqu'un qui avait commencé sa structure de manière ethno-régionaliste, aujourd'hui qui se retrouve au cœur de notre système étatique où il a en charge la gestion de l'ensemble des Gabonais. Donc la gestion pratiquement de toute une nation. Et lorsqu'on parle pour décrire cette manière de faire, vous allez dire que nous sommes contre le petit frère ou le grand frère du chef de l'État et que nous sommes contre son argent parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il a obtenu lorsqu'il était directeur général du budget, etc., etc. Mais non. Lorsqu'on veut mener une campagne, il faut que la campagne soit menée à bon escient et que cette campagne-là tienne compte de toutes les composantes sociétales, tienne compte de tous les caractères linguistiques et amener une certaine dynamique, un certain lieu de collégialité, mais non pas seulement de consanguinité. Est-ce qu'on va s'en sortir avec toute cette pagaille électorale qui est en train d'être organisée par des personnes que de nombreuses populations ont rejetées à cause de leur individualisme, à cause de leur égoïsme, à cause de leur égocentrisme de pouvoir. Mais quand cela ne tienne, eh bien, c'est tant mieux. Et c'est vous qui êtes au cœur de la campagne. Et c'est vous qui faites la campagne de votre frère. C'est vous qui voyez comment faire. C'est vous qui avez la stratégie. C'est vous qui faites tout ce que vous voulez bien faire. Eh bien, c'est tant mieux. Faites-en comme vous avez résolu de faire. Mais je vous dis, avec cette manière de faire là, eh bien, les choses n'iront pas dans le bon sens, comme vous êtes en train de le préconiser. Parce que les taux d'abstention vont être encore de plus en plus élevés. L'abstentionnisme va être encore de plus en plus drastique. Là, je viens de voir encore également un autre groupe qui se mobilise du côté, justement, de la province de l'Est et particulièrement la commune de Nto, où les gens ont fait une communication où ils contestent, justement, la composition du directoire de campagne au sein de cette circonscription administrative et territoriale. Du côté de Ntoum, je reviendrai tout à l'heure là au cours d'une autre communication que je ferai. Parce qu'il ne s'agit pas que de Ntoum. J'ai vu également dans la province de Logouelolo où les gens se plaignent d'avoir toujours à la tête les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Et d'ailleurs, même dans la coordination générale des campagnes du chef de l'État, c'est parce que je ne voudrais pas rentrer dans la spécificité justement de l'organe national. J'ai vu Gaillard Assoumo, j'ai vu, bon, Gaillard Assoumo, on sait très bien que c'est son père, Jean-Boniface Asselin, qu'il vient représenter là-dedans, puisqu'il est même responsable justement des formations politiques. Bon, Ange Kevin Zuru, il est tout à fait normal, et qu'il est responsable du mouvement des bâtisseurs. Et il y a d'autres également qu'on a mis là. Mais vous pensez qu'avec toutes ces spécificités-là, où vous choisissez que les mêmes personnes, et vous pensez très honnêtement que c'est une campagne que vous allez mener à bon escient, sur l'ensemble du territoire national, c'est pareil. Et on vous reproche la même chose. On vous reproche la même chose. Et même le chef de l'État, Sarkobout, s'entête à faire la même chose. C'est comme si au Gabon, il n'y a que les mêmes personnes. Les mêmes noms de famille, les mêmes acteurs politiques. C'est incroyable. On n'a rien contre ces gens-là, mais à un moment donné, il faut laisser un peu d'espace également pour d'autres personnes. Il n'y a pas que vous dans ce Gabon-là. Il n'y a pas que vous. Et là, vous avez déjà pris la tête, le cœur du chef de l'État. Avec toute la structuration de la campagne, on sait là où ça va terminer. Les élections locales et législatives, ce serait pareil. Ce serait encore vous. Les gens qui ont 3 mandats à l'Assemblée nationale, 4 mandats, ce sont eux encore qui sont au cœur de la campagne du chef de l'État. Ceux-là dont on a décrié la gestion scabreuse, comateuse, apocalyptique. Ceux-là dont on a justifié le coup d'État. Mais ce sont eux qui se retrouvent aujourd'hui au sommet de la pyramide en train de faire la campagne du chef de l'État. Mais imaginez un seul instant que tous ces pérégistes malveillants que vous êtes en train de mettre au cœur de la campagne du chef de l'État et que les Gabonais arrivent à rejeter ces pérégistes-là, à voter contre le chef de l'État et que même ces mêmes pérégistes-là soient dans une stratégie où leur propre frère pélégiste est engagé, ancien premier ministre qu'ils ont adoubé, qu'ils ont adulé,
qui, dans le système politique électoral auquel ils ont appartenu, même dans le gouvernement, la structuration d'Alain Claude Bincé, si ces gens-là votent contre Oligui Nguema, vous direz que les gens sont méchants. Vous voyez bien déjà l'attitude des périllistes où eux-mêmes, ils ont refusé d'appartenir d'ailleurs au mouvement Les Bâtisseurs. Et je ne comprends pas. Le chef de l'État a mis le mouvement Les Bâtisseurs. Vous avez encore des associations qui évoluent de manière libre. Mais allez-y dans la structure du chef de l'État. Le chef de l'État a bien dit que c'est la seule structure de gestion de sa campagne. Mais qu'est-ce que vous faites à l'extérieur? Les autres partis politiques ont déjà adhéré dans la structure. Pourquoi le PDG n'adhère pas? Pourquoi les autres partis politiques et associations n'adhèrent pas? Pourquoi vous n'adhérez pas? Allez-y adhérer dans la structure que le chef de l'État a identifiée comme étant celle qui est chargée de la gestion justement de sa campagne électorale. Vous ne le faites pas, pourquoi? Pourquoi vous ne le faites pas? Sur un échantillon électoral de près de 800 000 électeurs, allez-y voir le nombre d'adhésions dans la structure d'Ange Kevin Ndiogo. Ils n'atteignent même pas 6 000 adhésions. Mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Mais pourquoi vous-même, vous ne faites même pas de simples analyses, vous ne faites pas de simples observations? Lorsque vous voyez ces gens-là bouder, ils refusent d'adhérer. Vous ne vous interrogez pas. Vous ne cherchez pas à savoir pourquoi est-ce que ces gens-là refusent d'adhérer. Comme s'il y avait une entourloupe, alors que toutes les équivoques ont été levées par le chef de l'État. Dès lors que le chef de l'État a dit que c'est la seule structure de gestion de sa campagne et qu'à la fin du processus électoral, chaque entité pourra recouvrer sa liberté. Zéro. Ils ne sont pas allés. Et même les partis politiques qui sont allés, avec les 1000 et quelques associations, c'est pour avoir 4 000, 5 000 adhésions. Mais c'est très faible. À 2 jours de l'ouverture de la campagne, 4 ou 5 000 adhésions, une structure de campagne du chef de l'État. Mais vous ne voyez pas que c'est un échec programmé? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais à l'heure actuelle, cette structure-là devait avoir au moins 300 000 personnes. 400 000 adhésions. Puisque c'est vous qui avez fait appel au chef de l'État d'être candidat. Mais maintenant, vous refusez d'aller le soutenir. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. 1000 associations soient identifiées dans le groupe, le mouvement Les Bâtisseurs. Une association a combien de membres? Rien que les bureaux des membres d'une association. Si vous avez 10 membres du bureau d'association, fois 1000, ça fait 10 000 adhésions. Mais, d'après leurs informations, ils disaient la première fois qu'ils étaient à 4 000. Mais 4 000 avec 1000 associations, il y a un problème. Et ça renvoie quoi? Ça renvoie à ce que le chef de l'État vous a dit. D'arrêter de manger dans tous les ateliers, dans tous les râteliers. Vous êtes membre du Parti démocratique gabonais. Vous n'avez pas démissionné comme David Berakouma. Mais vous faites quoi avec les associations? Vous avez encore créé les associations pour manger encore, comme d'habitude. Et comme vous, ce sont vos camarades qui sont à la tête de l'État. Vos camarades qui sont au directeur de cabinet du chef de l'État. Et ce sont eux qui vous donnent de l'argent public pour faire les t-shirts, les casquettes. Allez prendre encore d'autres badauds que vous n'avez pas identifiés. Et c'est le même scénario. Même ceux qui étaient morts hier, qui n'arrivaient plus à parler, aujourd'hui, ils sortent avec des milliers de personnes habillées. C'est parce que vous avez l'argent que vous faites cet exercice-là. La réalité, c'est que sans argent, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Mais nous qui n'avons pas d'argent, nous qui n'avons pas été nommés, nous qui n'avons pas eu de poste, on est mieux structuré, on est mieux organisé, on est mieux encadré et on est mieux réfléchi que vous. Ce que vous faites là, c'est la même chose que vous avez fait avec Ali Bongo Ondimba. C'est un kounabéliste de bas étage, un kounabéliste pro-max sans aucune perspective. Et c'est honteux, cette attitude-là. Comment un membre du Parti démocratique gabonais, vous démissionnez, vous quittez le PDG, vous allez chez Gervais Onyan. Chez Gervais Onyan est là-bas. À peine quelques mois, vous démissionnez encore, vous quittez, vous revenez encore à l'extérieur, vous créez des associations. Et le chef de l'État arrive à nommer ces personnes-là. Ça, c'est de la prostitution politique. Et quand je dis que ces gens-là sont des véritables gaz prostitués des vergondés, aux odeurs d'une boniche en putréfaction, on dit non, David Berakouma, il en fait un peu trop en injuriant, en insultant les gens. Comment est-ce que vous pouvez vous moquer comme ça de la conscience collective des Gabonais?
Comment vous pouvez vous foutre comme ça de la mémoire de ceux-là qui se sont battus pendant plusieurs années pour arriver à une démocratie pluraliste? Non seulement le PDG n'a pas de candidat, mais vous ne pensez pas qu'Alain-Claude Bibinze peut également être le candidat du PDG? Vous pensez que vous avez enlevé quoi d'Alain-Claude Bibinze? Qu'est-ce que vous avez enlevé? Alain-Claude Bibinze, c'est un PDG. C'est un candidat du PDG. Le docteur Germain Iloko, c'est un PDG. C'est un candidat du PDG. Et vous pensez que les parents d'Iloko Germain, PDG de leur état, vont voter Brice Koto Ligingema? Ils vont voter Iloko. Même les PDG démissionnaires ou pas. Mais vous pensez qu'ils vont faire la campagne de Ligue? Ils vont faire la campagne d'Iloko, sachant bien qu'Iloko, d'ici demain, va avoir le frein électoral qui va se chiffrer à plusieurs millions de francs CFA. Alain-Claude Bibinze, c'est pareil. Et les autres, ils vont se mettre sur le terrain. Voilà des gens qui vont manger l'argent public, qui vont manger le frein électoral. Les Gabonais et les Gabonais qui soutiennent l'action de Brice Koto Oligui-Nguema sont nulle part. Ceux-là qui ont commencé cette bataille de soutien-là se retrouvent comme ça, en train de végéter. Dans aucune structure. Ils se baladent comme ça là partout. Bon. C'est vraiment ridicule, c'est navrant. C'est navrant. Et ils sont maintenant en train de se plaindre partout. Mais vous vous plaignez pour rien. Lorsque vous arrivez à vous plaindre comme ça, c'est que vous n'avez pas compris depuis le départ ce qui se passe. Lorsqu'on vous a dit depuis le départ que ces gens-là sont de la même famille, que ces gens-là ont la même génétique moléculaire, que ces gens ont les mêmes réflexes, ces gens ont le même ADN, ils ont le même archétype, ils ont le même stéréotype, et que ça ne changera pas. Vous avez glosé, mais vous avez dansé le triste. Aujourd'hui, vous refusez de danser le tango. Mais c'est trop tard, tout ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne sert à rien, parce que la campagne s'ouvre demain. Vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes dans aucune coordination de campagne. Ils ont encore mis leurs parents, les membres de leur famille, comme d'habitude. Le référendum, c'était comme ça. On leur a même donné de l'argent. On leur a donné les voitures qui leur appartiennent aujourd'hui. Là, il y a encore des voitures et des campagnes qui sont arrivées, qui sont certainement au port ou quelque part. On va leur donner. Donc, les mêmes qui ont eu les voitures au référendum vont encore avoir les voitures de campagne pour la présidentielle. Ils ont eu les postes pendant le référendum. Ils ont eu les postes et pendant l'accession de Brice Koto Oligui-Nguema au sommet de l'État. C'est les mêmes encore qui auront encore les postes à la fin de la campagne, puisque ce sont eux qui sont dans les directions de campagne. Par quel mécanisme vous direz qu'eux, ils n'auront pas fait leur travail? Puisque c'est eux qui sont chargés de vous coordonner, de vous identifier, de vous structurer, de vous manager. Parce que c'est ça la gestion des ressources humaines. Donc, Mitsami Nguema va se retrouver encore, certainement au sorti de cette campagne-là, peut-être vice-premier ministre ou vice-président du gouvernement, ou bien que sais-je. Mais de toutes les façons, lui, sa part est déjà garantie. Et il n'a même pas besoin de trop se battre. C'est pourquoi Wilfried Okumba Kamitato le disait que mais, tu discutes ta fraternité avec qui? Tu es le frère du président. Qu'est-ce que tu veux discuter? Est-ce que nous, on peut devenir le frère du président? Est-ce que nous, on va changer notre génétique moléculaire pour nous accaparer de ton frère? Mais à un moment donné, soyez un peu conséquent avec ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Appeler les électeurs avec le bâton, sans la carotte. Mais quand vous appelez les électeurs avec le bâton, vous pensez que ces gens-là vont arriver? Ils ne viendront pas. Et la preuve est là, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Vous pourrez multiplier autant de structures que vous voulez là. Les Gabonais ont vite compris le jeu, ils ne viendront pas. Je vous le dis, ils ne viendront pas. Parce que lorsque vous avez une structure de campagne comme ça, et que vous n'arrivez pas à coordonner 400 000 personnes, 300 000 personnes, mais vous courez droit vers une débâcle électorale. Et vous êtes là en train de danser Ngouda. Mais vous ne connaissez pas bien les Gabonais. On dirait que vous ne connaissez pas bien les Gabonais. Vous savez, les Gabonais ont une intelligence remarquable pendant les processus électoraux. Ils vont vous accompagner jusqu'au bout. Ils vont manger votre argent. Ils vont se balader avec vous. Ils vont porter votre t-shirt. Mais le jour du scrutin, là, mon ami, tu n'iras pas le chercher dans son domicile. Si tu ne l'as pas identifié, non seulement il ne viendra pas, mais pour nous qui les avons toujours identifiés, nous qui connaissons leur domicile, c'est nous qui allons toujours vers eux pour les supplier
pour qu'il sorte pour aller voter. Avec un risque qu'il peut même sortir, aller voter non pas pour toi, et voter même contre toi. Parce que vous êtes en train de gaspiller la campagne du chef de l'État. Moi, je préfère vous le dire. Vous êtes en train de gaspiller la campagne du président. Parce que les Gabonais ont rejeté un certain nombre de résidus politiques. Il y a des bouilles de personnes que les Gabonais en ont marre, qui ne veulent pas voir. Mais vous vous entêtez à imposer les bouilles de ces Gabonais-là. En les mettant à la tête des structures pour pouvoir gérer les gens. Ça ne marchera pas, je vous le dis. Ça ne peut pas marcher. Vous nous avez vu adhérer dans vos structures. Même nous qui sommes les soutiens prioritaires, ou bien quoi, comment dire, impénitents, ou les soutiens farouches du chef de l'État. Vous nous avez vu adhérer dans vos structures. Vous pensez que vos coordinations nous intéressent? Parce que c'est de l'argent que vous recherchez dans ces coordinations. Nous, on n'a pas besoin de ça. Avec ou sans argent, à l'intérieur de vos coordinations ou pas, nous, on a décidé de soutenir l'action du chef de l'État. Et nous, nous allons le faire jusqu'au bout, sans rien attendre en retour. Mais vous faites un soutien intéressé. Parce que vous recherchez les gargoles, vous recherchez les bébés, vous recherchez l'argent, vous recherchez les titres honorifiés et nominatifs. Et ça a toujours été comme ça. C'est votre travail. Les mêmes qui ont dit hier, Ali, oye, pendant que nous, on se battait pour dire de faire attention, pour dire non, arrêtez de gérer les Gabonais comme ça, on va avoir les problèmes. Personne, vous ne nous avez pas écoutés. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Moi, j'ai dit à Brice j'avais dit à Brice Lacouche-Chalanga de faire attention à ses propres frères. J'ai dit, tes frères là, avec lesquels tu es en train de t'acoquiner là, tu ne connais pas le PDG. Moi, je suis là-dedans depuis près de 30 ans. C'est un parti de mercenaires politiques. Un parti de gargantua, de plutocrates émergents. Et il n'y a pas que le PDG. Cette même entité-là a été inculquée dans une certaine opposition. Ceux-là qui étaient au PDG hier, qui veulent se faire prévaloir pour des opposants, ce n'est pas des opposants, c'est du mensonge, ce sont des pérégistes. Et la preuve est là, ils perpétuent les mêmes sorties du PDG. Dès qu'ils ont accès au pouvoir, ils prennent leurs parents. Ils prennent les membres de leur famille. Ça change quoi? Regardez, à peine on a critiqué le frère de Paulette qu'on a nommé au représentant. Mais dès qu'ils ont eu la possibilité de changer, ils sont allés prendre le neveu de Boukoubi. Boukoubi est président de l'Assemblée nationale. Il est allé prendre son neveu. Bon, vous voyez un système comme ça? Un système de reproduction des castes sociales, et vous pensez que vous, en votre qualité de fils de prolétaire, vous avez une chance de vous en sortir de là? Zéro. Le taux de probabilité pour vous, les fils de prolétaires, de vous en sortir est de 2%. Et même pour avoir les 2% là, il faut que vous soyez organisés. Or, vous avez passé votre temps à jouer les égoïstes, les individualistes, ceux-là qui ont gagné hier, qui appellent maintenant les activistes, allez les rejoindre. Mais où est-ce que vous allez trouver ce soutien-là? Vous avez mangé. Appelez ceux qui ont mangé avec vous. Faire vos coalitions. Mais pour nous qui sommes des véritables fils de prolétaires, nous savons à quel moment notre collaboration va s'arrêter. Nous savons à quel moment nous allons intervenir. Parce que là, c'est la présidentielle, il n'y a pas d'enjeu. Nous savons que c'est la présidentielle, il n'y a pas d'enjeu. Sur l'élection gagnée par Brice Oligui Nguema, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est le folklore. Hein? C'est le temps pour eux de distribuer les gargotes là, distribuer le frais électoral, manger l'argent de Brice Oligui Nguema, distribuer les voitures et qu'il a pu acquérir pour sa campagne. Mais soyez-en sûrs que les élections législatives et locales, les choses ne vont pas se passer comme vous êtes en train de faire vos calculs là. Les choses ne vont pas se passer, je vous le dis bien, comme vous êtes en train de faire vos calculs là. Mais de toutes les façons, nous allons nous retrouver. C'est la première fois au Gabon où on va assister à une campagne des plus médiocres, des plus moches possibles. Regardez, nous sommes à 2 jours d'ouverture de la campagne. Vous avez vu l'atmosphère sur le plan national. Vous avez vu l'atmosphère dans le Grand Libreville. On ne dirait même pas que nous sommes en train de préparer un changement atmosphérique, une ère nouvelle qui soit dit va nous amener vers une 5e République. Comment on peut justifier une telle atomie, une telle apathie, une telle morosité ambiante à 2 jours de l'ouverture de la campagne de l'élection présidentielle pour un changement d'une transition musclée
militarisé pour arriver à un régime civil. Mais regardez, zéro. Toutes les illusions de toutes ces personnes-là, leurs espoirs ont été déchus et ils sont obligés de se recoquiller, se cacher, se tourner les pouces. Et ceux-là qu'ils ont maltraités, c'est eux qui font semblant de donner une existence à l'actuel chef de l'État. Regardez comment Tamsi, un sujet camerounais, insulte le chef de l'État chaque jour dans les chaînes de télévision, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Mais le chef de l'État a des milliers de communicateurs avec les chaînes de télévision acquises. Et il n'y a aucune personne pour aller défendre le chef de l'État. Zéro. Ce qui les intéresse, c'est appartenir à la direction campagne du chef de l'État, avoir des postes, des strampotins des postes, parce que c'est leur rôle. Toujours chercher à dominer les faibles. Ces négriers-là qui ont toujours pris l'habitude de maltraiter les leaders de quartier sous-intégrés, les leaders de quartier malfamés. Mais vous ne voyez pas que nous aussi, nous sommes rentrés dans une nouvelle rébellion? Vous pensez que ces gens-là, vous allez encore arriver à nous esclavagiser comme par le passé? Là où moi je suis là, moi David Berakuma, vous me voyez bien me balader dans tous vos fourre-tout là, vos esprits guéris là, tout ce que vous faites là. Depuis que vous avez commencé votre foufou là, vous me voyez bien si je suis. Vous me voyez bien si je suis. Si même avec Ali Bongo Niba, qui m'accordait certains égards, certains privilèges, j'arrivais à dire à Ali Bongo Niba que ta gouvernance politique là est médiocre, elle va nous causer les problèmes. Par rapport à vous qui avez mangé toujours dans le Kounabelis. Oh Ali Bongo Niba, oye oye, c'est lui le bel homme, c'est lui le plus beau, c'est lui l'homme fort. Quand bien même il était malade, c'est vous qui avez crié qu'Ali Bongo Niba était en bonne santé. Vous avez oublié tout ça là. Bon, à quelques mois, vous avez sauté à pieds joints. C'est maintenant Oligui oye, oye, Oligui Ngunda, Oligui. Et les mêmes là, qui ont trahi Ali Bongo Niba, qui ont trahi Omar Bongo Niba, ils ont sauté à pieds joints. Ils sont maintenant avec Oligui. Et Oligui les a mis sur un piédestal vraiment très élevé. Ils sont partout dans tous les compartiments sociétaux. Le Sénat, c'est encore eux, les pédégistes. Avec une autre pédégiste qui est partie, soit dit dans l'opposition. Un parti politique qui n'a pas de candidat. Qui plus est un parti politique de l'opposition. Et quelle opposition? L'opposition soit dit radicale au système Bongo PDG. Ce parti n'a pas de représentant. Aucun candidat. Il soutient l'action de Oligui Nguema. Parce que ma propre tante là, elle est présidente du Sénat. Elle a garanti ses acquis avec les membres de sa famille et autres. Donc, le fonctionnement du parti ne l'intéresse plus. La démocratie pluraliste qu'elle a combattue pendant longtemps, c'est plus son problème. C'est relégué au Kalan grec. Voilà. Président de l'Assemblée, un autre pédégiste, un oncle aussi à moi, côté de Legoué Lolo, à Koulamoto. Il a pris son propre neveu, il a mis au représentant personnel du chef de l'État. Mais vous pensez qu'on peut fonctionner comme ça? Tous les hauts représentants, pareil, des pédégistes. Oyiba, tout à l'heure, là, que je venais de clamer, et justement, tous ses mérites, il est du PDG, un ancien membre biopolitique, comité permanent. Vous avez Guy Bertrand Mapango, un acteur politique dont j'ai beaucoup de considération. Pareil, un gars du PDG. Tout ça là, c'est les anciens gars de Mogabo et autres. Mon frère Javo Nyan, pareil, c'est le petit frère d'Ali Bongo Liba. Donc, c'est tous les parents d'Ali Bongo Liba qui se retrouvent aujourd'hui au sommet encore. Qui vont manger les 7 années à venir. Là, ils ont mangé les 2 ans. Ils vont encore manger les 7 années à venir. Directeur de cabinet de Brice Koto Oligui Nguema, le directeur de cabinet de Marie Madeleine Bourantou. Son propre parent, il est encore là-bas. Mais comment on va s'en sortir comme ça? Honnêtement. Vous pensez très sérieusement que c'est ça l'alternance que nous avons voulu? Toutes les batailles que nous avons menées, tous les applaudissements et les applaudimètres. Issu d'août là, c'est pour arriver à cela, à cette reproduction sociale des casses, avec les mêmes noms, mêmes membres de famille. Des députés qui ont 3-4 mandats, ils prennent encore leurs pauvres enfants, ils mettent au cabinet du chef de l'État. Comment on va s'en sortir comme ça? Bioremba lui-même, un PDG, le PDG n'a pas les candidats. Ils ne se sont pas alliés au mouvement Les Bâtisseurs. Il a pris son fils, il a nommé conseil spécial du président chargé de mission. Jean Yegando, il a pris son propre épouse, il a nommé conseil spécial du président de la BIC. Il a pris son fils, il a nommé ambassadeur au Canada. Jean-François Toutoumane, il a pris sa propre épouse, il a nommé conseil spécial du président.
Chargé de mission du président, il a mis sa propre épouse, il a mis au palais avec Oligui. Son enfant, il est à l'hôtel de ville en train de manger les millions. Et vous pensez que nous, on va pour continuer à porter les sacs de ces personnes-là? Vous êtes sûr que nous, on va continuer à soulever les sacs de ces personnes-là? On a soulevé les sacs de leurs parents. On a soulevé les sacs de leurs grands-parents. Et là, vous voulez qu'on soulève aussi les sacs de leurs petits-fils qui sont venus en politique hier là. D'autres en 2009, d'autres en 2016. Voilà ceux-là qui viennent d'arriver là, les 12 mois de Oligui Nguema. Ils sont maintenant au-dessus, ils sont maintenant au sommet. Ils sont maintenant devant nous. Alors que certains sont même de notre génération. Mais Gaïa Rassoum, c'est un gars de ma génération. Nous avons été ensemble au lycée Léomba. Mais regardez le parcours de Gaïa Rassoum. Près de 15 ans à l'Assemblée nationale. Là, on venait de le nommer là encore là, à Gabon Post. Mais c'est incroyable, vraiment c'est impensable. Enfin, j'espère que les pérégistes vous seront vraiment fidèles. Hein, que le jour du scrutin, ils ne vont pas aller voter à l'Inclos de Binze. Ou bien ils n'iront pas voter Iloko. Mais vous ne direz pas qu'on ne vous a pas averti. Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas averti. Parce qu'il y a parmi certains pérégistes là, vous ne savez pas qu'ils ont plus d'intérêt à voir Alain Claude Biebinze élu que de voir Brice Koto Oligui Nguema élu. Ça, vous ne le savez pas. C'est moi qui dois vous apprendre ça. Mais blaguez bien avec votre vie. Je dis bien, blaguez bien. Il va vous arriver ce que j'avais dit à Yanunguru. Qu'à la lueur là où tu marches là, mon petit, tu vas terminer ta vie en prison. Il va vous arriver ce que j'avais dit au Séniosa. J'ai dit au Séniosa, la lueur là où tu es là, l'élection là, quitte le pays. Va chez toi au Bénin, va au Maroc, va là où tu as investi ton argent. Ali ne sera pas président et tu vas te retrouver en prison. Hussein est en prison. Avec la perte de ses biens que je lui avais recommandé de protéger, de préserver. Monsieur Brice Koto Oligui Nguema, faites attention. Faites attention. Soyez vigilants. La politique que vous êtes en train de mener là reproduit le même système du PDG là. Les Gabonais ne sont pas d'accord. Les Gabonais ne sont pas d'accord, monsieur le président. Ce que vous êtes en train de faire là reproduit le même système du PDG là. Cette politique-là va vous coûter très cher. Je vous dis bien très cher. Ce n'est pas gagner l'élection qui suffit. Mais après, il faut préserver le pouvoir. Pendant 7 ans. Gagner l'élection, c'est vrai, vous avez gagné. Mais après, il faut protéger le pouvoir pendant 7 ans. C'est 7 ans, ce n'est pas 7 jours. 7 ans, avec tous les problèmes que les activistes vous ont amenés au Gabon. Vous voilà déjà désunis avec Hervé Patrick Kopianga, qui était votre premier allié lors de votre prise de pouvoir. L'UDIS a combien de milliers de personnes? Il ne peut pas prendre part au scrutin aujourd'hui. Il n'y a eu personne, même pour aller discuter avec les éléments de l'UDIS. Et ils disent qu'ils sont des politiciens. Ils disent qu'ils sont des directeurs de campagne. Ils ne sont pas capables d'aller vers l'électorat, aller négocier. Ils ne sont pas capables. Arriver à négocier, ils n'arrivent pas. Et vous pensez que tous les milliers, comment dire, les électeurs de l'UDIS, ils vont comme ça la voter au Oligui. Les yeux fermés. Vous pensez que tous les agents des unités productives d'Opianga, qui sont au chômage, qui n'ont plus leur salaire, depuis que leur leader est en fuite, en cavale, ces gens-là, leurs familles ne vont plus à l'école, ils n'ont plus l'argent, ils n'ont plus leur salaire, et eux, ils vont se lever le matin pour aller voter au Oligui. Vous êtes sûr, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Le groupe de Frédéric Bongo, qui est à l'extérieur aussi, qui a ses problèmes, eux aussi vont voter au Oligui. La famille Omar Bongo Niba, qui est meurtrie par une perte de pouvoir brutale, eux ils vont voter au Oligui. Mais je préfère même encore l'attitude de ma soeur Nicolas Sélé. Moi je préfère cette attitude. Tu vois une certaine sincérité dans son engagement. Elle n'a pas suivi son père. Pour faire la comédie là, le cercle des libéraux réformateurs, il reste quel parti politique? Il leur reste combien de militants? Le CLR est mort depuis. Ils n'ont plus les militants depuis que les Luanzondo,
tous les gars là avaient quitté le CLR. Le CLR n'a plus rien. Le CLR est devenu quoi? Un parti gazelle. Toutes les formations politiques là, qui sont autour de l'IGE là, il y a quoi? Ils n'ont rien, il n'y a plus les militants. Les militants ont fui. Parce que les militants ne leur font même plus confiance. L'un des rôles majeurs d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais dès lors que vous avez les leaders des partis politiques qui ont pu réussir à faire le compromis avec le chef d'État actuel, le détenteur de pouvoir, c'est qu'ils ont déjà sauvegardé leur beuverie et leur gargote. Pour l'être Missamboula, où elle est là, elle sait dès qu'Oligui gagne là, elle est garantie. Elle est là, elle sait même là où elle va atterrir. Baro Chambrier est là, il sait là où il va atterrir. Tous ceux qui sont là, en termes de leaders politiques, qui sont dans le secret avec Oligui, ils savent là où ils vont atterrir. Mais vous pensez que vous allez atterrir où? Vous allez gagner quoi? Rien, zéro comme ça là. Vous n'aurez aucun radis. Vous n'aurez aucun radis. Et c'est bien fait que la transition là soit terminée comme ça. Vous allez vous retrouver encore en train de... Nombreux parmi vous là seront comme le général Moulenda. Ils vont aller en exil. Parce que dès que le robinet là, le tuyau là, les petits Dungourou députés, sénateurs là, qui nous ont fait le malin pendant la transition là, j'espère que vous avez économisé de l'argent pour aller sur le terrain, pour battre les pérégistes. Parce que la colère avec laquelle les pérégistes là vont venir, le local législatif là, je verrai comment vous allez battre Mavdis, comment vous allez battre Mongo Régis, comment vous allez battre Paul Biogemba, comment vous allez battre Angéline Goma. Les pérégistes là où ils sont là, ils ont déjà fait leur calcul. Ils savent qu'ils peuvent avoir 60 ou 80 députés et leurs calculs sont faits. Et ils ont déjà de l'argent posé pour cela. Vous pensez que vous allez avoir quel élu là-bas dans la province de Logouelolo, chez Blaise Lembe là-bas là. Vous allez battre qui? Blaise Lembe. Ou bien les candidats que Blaise Lembe va mettre là-bas, au législatif, au local. Vous serez capable de sortir 100 millions, 200 millions pour une campagne. Une campagne locale ou législative. Vous allez voir ce que les pérégistes vont vous faire l'année là. Les pérégistes que vous vont bien se moquer de vous. Et c'est triste et dommage. Vous leur avez donné vos propres armes pour vous combattre. Vous leur avez donné les postes. Vous leur avez donné l'argent. Mais attendez. Attendez voir la revanche du PDG. On est aujourd'hui le 26. Attendez voir la revanche du PDG. Puisque vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous n'avez pas voulu écouter le conseil. On attend. On attend comment le gâteau là va être partagé. Comment le gâteau là va être partagé. Ou bien comment ce gâteau là va être confectionné. Est-ce que c'est un gâteau au chocolat? C'est un gâteau au beurre? Est-ce que le gâteau là sera salé? Est-ce que le gâteau là sera huilé? On attend voir. On est plus loin là. Le 15 avril, c'est à côté là. On attend voir comment ça va se passer. Bref, c'était une simple parenthèse. Voilà, donc bonne chance pour tous ceux qui sont dans les coordinations de campagne. Bonne chance à vous qui allez manger l'argent de Brice Côté Oligui Nguema. Bonne chance à vous pour les résultats que vous allez obtenir le 15 avril prochain. C'est très bien. Hein? Je vous encourage à continuer à agir ainsi, à aller de l'avant. Ne changez surtout pas de position. Ne changez pas d'attitude. Continuez à mépriser la population. Continuez à vous foutre des gens. C'est très bien. C'est une très bonne politique. Cette manière de se comporter, elle est très bonne. Et elle va être payante le 15 avril 2025. Ce matin également, je voudrais vous tenir informé que le Premier ministre avait donné un certain nombre de recommandations au secrétariat général des ministères avec les inspections. Et il leur avait donné des fermes résolutions d'arriver à une évaluation des agents publics avec un système de notation. Écoutez bien, évaluation des agents publics. Lorsque nous étions à l'école de préparation aux carrières administratives, 29e promotion, l'EPCA, nous avons un système d'évaluation qui était un système d'évaluation unique. On a mis ce qu'on a appelé le tronc commun. Et dans le tronc commun, nous étions plus de 1000 et quelques agents publics en tronc commun. Et nous avons des devoirs communs. Ensuite, nous avons la proclamation des résultats. Et lorsque vous passez en deuxième année, vous allez dans la spécificité. Donc les évaluations à l'EPCA, vous allez là-bas, même la 29e promotion, vous tapez Thierry et Sam David Birakuma, vous allez voir mes moyennes depuis le tronc commun
Ensuite, vous continuez à taper, vous allez voir la même moyenne dans le groupe de spécialités section diplomatie. Donc, section diplomatie, en deuxième année, j'ai 12,89 le moyen. Le premier à 13 et quelques. Et moyenne de soutenance 17 sur 20. Ça, c'est une évaluation. Ce n'est pas moi qui me suis auto-évalué. Ce sont nos examinateurs qui nous ont évalués. En droit constitutionnel, j'avais 12 de moyenne annuelle. Le professeur du droit constitutionnel, c'est Ngomoyon, l'actuel gouverneur de la province de Logoué-Maritime. Allez-y demander combien de fois ce type-là arrivait à donner les gens les 2, les 3 de moyenne. Moi, j'avais 12 dans sa matière. Et quand les gens me disaient, mais toi, tu fais comment pour avoir la moyenne dans la matière d'Angomoyon? Je leur disais que j'étais en faculté de droit en première année. Quand bien même j'avais échoué. Mais j'étais déjà, j'avais déjà un bon niveau en droit. Et là, le Premier ministre veut faire une évaluation, justement, des agents publics. Évaluation des agents publics. Mais le Premier ministre, j'espère qu'il le sait très bien, que le 12 avril, la fonction du Premier ministre est supprimée définitivement. Je dis bien définitivement supprimée. La fonction du Premier ministre. Et nous sommes à l'ouverture de la campagne. C'est là où il veut récupérer le bilan ou bien le processus d'évaluation des agents publics avec leur système de notation. Je voudrais vous faire remarquer que un agent public exerce un service public. Et l'exercice du service public d'un agent public est gratuit. C'est le cas des agents du ministère des Affaires étrangères. Et on dit que l'administration publique ne fait pas les profits. L'administration publique ne fait pas les profits. Parce que le service public est gratuit. La gratuité du service public. Vous arrivez chez nous au ministère des Affaires étrangères, vous voulez faire une note verbale, vous avez un passeport de service, vous venez pour faire une note verbale, c'est cadeau, c'est pas payant. Vous venez pour légaliser un acte administratif, c'est gratuit, c'est pas payant. Là où j'étais dans les ambassades, c'est pareil. Vous voulez faire une carte consulaire, c'est gratuit. Donc le service public est gratuit. Mais dans certaines administrations, telles que le ministère de la Justice, vous allez vous rendre compte que le service public là-bas n'est pas totalement gratuit. Il y a le paiement d'un certain nombre de services. Vous avez également le cas d'autres services, d'autres directions, la douane, le trésor et autres. Et il y a une loi dans notre statut général de la fonction publique qui parle du principe de l'égale admissibilité de tous. Le principe de l'égalité de traitement de tous. À diplôme égal, salaire égal. Mais quand vous prenez un agent public catégorie A, hiérarchie A2, comme David Birakouma, et vous prenez un agent public du Trésor, catégorie B1, même celui de B1 est plus payé que moi qui suis en A2. Imaginez celui qui est en A2, des membres de la 29e promotion, comme moi, David Birakouma. Au Trésor, il a pratiquement, il gagne près de 2 à 3 fois ce que moi je gagne au ministère des Affaires étrangères. Donc, l'égalité de traitement est galvaudée par un système de rétribution sociale exécrable. Ce système constitue une véritable hécatombe parce que c'est ce système qui garantit les inégalités sociales persistantes dans notre pays. Et comme ces gens-là savent que vous ne serez jamais un agent du Trésor, vous ne serez jamais un agent du budget, vous ne serez jamais un agent du ministère des Mines et du pétrole et autres, vous allez être comme nous, un agent du ministère peut-être des Affaires étrangères, un service de la centrale, parce que les services extérieurs, ils ne vous enverront jamais. Quand bien même moi j'ai toujours eu cette chance-là, j'aurais pu, lorsque le chef d'État m'a dit de repartir en diplomatie, accepter, j'aurais choisi le pays, je serais parti. Mais j'ai dit au chef d'État que je n'ai plus l'âge. J'ai 50 ans révolus, je préfère rester au Gabon, préparer mes dernières cartouches, ma retraite, si je peux avoir une petite cabane avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour les enfants de pauvres familles, vous ne serez jamais ambassadeur dans un pays tiers. Jamais. Parce qu'ils savent
Vous serez même jamais premier conseiller. Même pas premier secrétaire, chancelier, régisseur comme moi je le fus. Parce que lorsque vous allez être en diplomatie, le seul bénéfice que vous aurez, c'est le bénéfice de la scolarisation de vos enfants. Vos enfants vont apprendre dans les écoles les plus chères de l'humanité. Et vous allez donner la possibilité à vos enfants également d'être des as comme les leurs. Et c'est pourquoi il y a cette reproduction sur ça. Il y a des fortes chances lorsque vous voyez le fils d'un diplomate devenir diplomate et ainsi de suite occuper la scène et cette reproduction sociale se poursuit. Parce que dès lors que, avec ton fils à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, il a la possibilité de parler 3 à 4 langues. Il apprend dans l'une des universités les plus prestigieuses. Il est diplômé. Mais quand il rentre au Gabon, son père en fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le remplacement numérique, comme Émile Ndoumba a fait avec son fils. Mais donc, on continue à rechercher la trace justement de l'évaluation de son système là où il était, à Harvard, à Oxford, à Cambridge ou que sais-je. Jusqu'à présent, certainement que les gens vont faire les recherches pour retrouver ces notes. Nos notes, on les retrouve là, vous allez à la direction générale de l'école du professeur Karim Satim, on va vous sortir les moyens de tout le monde, depuis la première année jusqu'en deuxième année. Mais il se trouve que même les échoués sont maintenant devant nous. Et le Premier ministre parle de l'évaluation. Comment arriver à évaluer la compétence, la rentabilité d'un agent public, alors que l'agent public le moins diplômé que lui est au-dessus de lui. Et même l'agent public, ayant eu les notes les plus minables que lui, il devient son supérieur hiérarchique. Quelle motivation vous pouvez avoir? Aucune motivation. Comment évaluer la performance d'un agent public alors qu'il y a des agents publics qui produisent les services? Il y a d'autres qui produisent les biens matériels. Donc, il y a une différence entre un bien matériel et un service. Et ils arrivent à comparer le ministère des Affaires étrangères avec le ministère du budget. Oh non, le ministère du budget, c'est un budget producteur de richesses, c'est un ministère producteur de la plus-value et autres. Mais ils oublient le statut général de la fonction publique qui nous fait obligation à diplôme égal, salaire égal. Et eux, ils vont avoir des primes mensuelles où ils ont 700, 800 000 francs. Certaines primes dépassent même leur salaire. Mais toi qui es membre du ministère des Affaires étrangères, tu n'as que ton salaire pour vivre. Et dans ton ministère, on n'est pas capable de mettre le carburant dans le bus de transport pour transporter les agents publics. On n'est pas capable de mettre en place un minimum de commodité pour te mettre dans un système de rentabilité. Et ce sont eux qui parlent d'évaluation de la performance. La première évaluation d'une performance, elle est individuelle. Et cette évaluation doit reposer sur la qualité même de vos aptitudes. La qualité de vos aptitudes. Les aptitudes à commander. La qualité de votre diplôme. L'efficacité de votre diplôme. L'efficacité de vos diplômes. Parce que nombreux ont des diplômes contrefaits. Et je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire. Mais Thibaut Bissangou, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Certains sont allés en France se balader. Ils n'ont pas les papiers. Et c'est pourquoi le retour au Gabon leur est très difficile. Avec toutes les opportunités qu'ils ont eues en France, aux États-Unis, et Canada, etc., il y a certains seraient rentrés avec 2 ou 3 doctorats. Comme Bruno Ben Moubamba qui a ses 2 doctorats. Mais il n'y a rien. Bissangou, il n'y a pas les papiers. Et certains activistes, vous voyez bien qu'ils sont rentrés sans papier. C'est grâce à leur activisme, à cause de leur capacité d'insulter le pouvoir public, d'insulter copieusement le chef de l'État. Et le chef de l'État, il les a promus à des postes de responsabilité. Certains sont repartis aller faire le tour du monde pour aller sensibiliser des gens qui ont plus de diplômes qu'eux. Comment un illettré, un semi-lettré, un déscolarisé, un analphabétisé, on va l'envoyer dans une campagne mondiale pour soutenir le chef de l'État, pour aller sensibiliser un docteur en sciences économiques qui est en France, un docteur en sciences juridiques, un docteur en sciences théologiques et autres. Lui, il va aller expliquer le programme de société d'Oligui à qui? Et ces gens-là se demandent pourquoi les choses ne marchent pas.
Comment vous allez prendre une bande de froupouilles d'une certaine acabit, des gens sans diplôme, sans éthique, sans moralité. Le seul diplôme qu'ils ont eu, c'est vilipender les gens pendant le processus d'exercice du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Avec de fausses communications, basées sur l'exaltation des mœurs dépravées de leurs compatriotes. On prend la nudité de quelqu'un, on l'expose sur la toile, et puis on fait un direct. On prend un problème familial, pour une atteinte de mœurs, on prend la figure de quelqu'un, on le vilipende, on met sur et on prend un groupe de badauds qu'on instrumentalise, et on a le vu, et voilà là où reposait le diplôme de ces activistes qui sont partis de France, des États-Unis et autres. Il n'y a pas les papiers. Bissangoubé, ils n'ont pas les papiers. Je ne peux pas avoir fait 10 ans aux États-Unis et rentrer au Gabon sans un master 2. Ce n'est pas possible. Même à l'époque, même un diplôme d'études approfondies, bac plus 5, ce n'est pas possible. Depuis que ces gens-là sont rentrés là, ils vous ont exposé leur diplôme depuis qu'on les insulte là. Vous avez vu un seul d'eux montrer que moi j'ai tel diplôme? Personne. Aucun n'a présenté ces diplômes jusqu'à aujourd'hui. Et là, le gouvernement parle de l'évaluation des agents publics. Voilà ceux-là qui viennent de l'extérieur. Ils ne sont même pas agents publics. Ils n'ont fait aucune preuve nulle part. Nous, on a plus de 17 ans, 19 ans de service, agents publics. Eux, ils n'ont jamais travaillé nulle part, dans aucune fonction publique. Et pourtant, ils savent qu'il y a la fonction publique nationale. Ils ont même une fonction publique internationale où ils auraient pu l'intégrer. Ils auraient pu intégrer la fonction publique internationale. Ils auraient pu intégrer le Fonds monétaire international, comme ma soeur Justine Le Congo, qui a pu travailler au Fonds monétaire international. Eux, il n'y a rien. Même des simples stages dans ces pays développés-là, ils ne les ont jamais obtenus. C'est plutôt les emplois atypiques, les emplois précaires qu'ils occupaient en France. Et c'est avec ça, ils sont rentrés au Gabon. On nomme quelqu'un conseiller du ministre du Commerce, conseiller du directeur général de ceci, conseiller de cela, et ils se retrouvent comme ça, avec 1 800 000 francs par mois, 2 millions de francs CFA par mois, et donc un salaire forfaitaire. Mais toi qui as fait l'EPCA, toi qui as fait l'ENA, l'école nationale d'administration, tu as 400 000 francs ou 500 000 francs dans ton administration publique, et on te demande le rendement, on te demande la rentabilité, on te demande la rationalité. Et c'est ce qu'ils appellent une évaluation. Première évaluation, elle est individuelle. Savoir s'auto-évaluer. Savoir s'auto-évaluer. La deuxième évaluation, c'est l'évaluation qui est faite par vos supérieurs hiérarchiques. Et lorsque votre supérieur hiérarchique veut un rendement de vous, sachant bien que vous avez des tas de difficultés dans certains domaines, c'est pourquoi l'administration a mis en place des formations. La possibilité d'une formation continue, la formation verticale ou la formation horizontale. Mais voilà un Premier ministre qui veut évaluer les agents publics après un processus de blocage de leur situation administrative consécutive à la gestion comateuse d'Ali Bongo Ondimba, avec l'ensemble de ses membres du gouvernement qui se retrouvent encore certains dans le gouvernement du président de la transition Brice Koté Oligui Nguema. Comment est-ce que vous arrivez vous-même à évaluer un tel niveau de compréhension de notre administration? Ceux qui sont chargés d'évaluer l'administration publique font partie de ceux-là qui ont détruit cette administration publique, qui n'ont pas permis à des agents publics de pouvoir se former, de parfaire leurs connaissances, de pouvoir accroître leur productivité et d'être en phase avec le nouveau mode d'un Gabon renouveau que nous voulons. C'est Brice Koté Oligui Nguema qui, à peine arrivé, a compris la nécessité d'envoyer les gens en formation. On a envoyé les gens, il a ouvert le processus de concours, l'accès à concours pour aller à l'EPCA, pour aller à l'ENA, pour aller à l'N7, à l'INGS et l'ENS et autres. C'est Brice Koté Oligui Nguema. Imaginez comment ils ont sclérosé, médiocratisé les agents publics. Comment ils ont désanobli même ce que c'est une mission de service public. Comment les missions de service public aujourd'hui sont gérées par des agents publics à faible niveau de qualification,
des agents publics sans expérience, sans expertise, sans professionnalisme. Certains d'ailleurs sont des stagiaires qui sont devenus comme ça, des gestionnaires des agents publics. La preuve est là, lorsqu'on nomme quelqu'un conseiller technique du ministre du Commerce, une personne qui n'a jamais travaillé dans une administration publique, quel rendement, quelle évaluation vous allez faire? C'est quel rendement vous allez attendre d'une telle personne? On nomme quelqu'un chargé d'études dans une administration, dans une entité administrative dont il n'a aucune perception, aucune connaissance, même pas des a priori du domaine définitionnel de là où on l'a envoyé. Vous voulez le rendement, quel rendement? Mais en fait, c'est une manière de se foutre les gens, ce que vous êtes en train de faire. Et on parle d'un système de notation dont votre supérieur hiérarchique qui doit vous noter. Bon, comment ce supérieur hiérarchique va arriver à noter un agent public qui ne produit que les notes verbales, qui ne produit que le courrier administratif? Cet agent public peut rester 3 à 4 semaines, il n'a aucun emploi. Il n'a aucune tâche accomplie. Or, pour arriver à l'évaluation d'un agent public, il faut déjà arriver à définir la tâche que cet agent public doit exécuter. Et c'est pourquoi mon frère, le responsable du taylorisme, parlait justement d'une espèce de standardisation. Un bureau qui réfléchit et un atelier qui exécute. Et c'est ce système-là que nous vivons. C'est ça le système étatique. Il y a une séparation entre l'exécutif et ceux qui accomplissent les tâches. Et l'exécutif, c'est le gouvernement. Mais dès lors que vous avez d'ailleurs un gouvernement qui est désarticulé, qui est dysfonctionné et qui est assuré avec des ministres qui ne sont même pas sous la subordination hiérarchique de leur supérieur hiérarchique qui est le Premier ministre. Donc, eux-mêmes là-bas, quel est leur propre rendement? Si on fait l'évaluation justement du gouvernement actuel, du gouvernement de Brice Oligui Nguema, si on le sépare justement de la tâche qui a été accomplie par le CTRI, dont le comité pour la transition des institutions de restauration, que sais-je, et Brice Oligui Nguema, vous verrez que le gouvernement n'a pas eu à faire grand-chose dans la lutte contre la corruption. Si on doit évaluer justement l'actuel Premier ministre dans la lutte contre la corruption, comme le chef de l'État disait que c'était également un de ses chronos, où est-ce que la lutte contre la corruption nous a amené? Zéro. La lutte contre les détournements des fonds publics. On a même eu les détournements des fonds publics par bande organisée. Et c'est des détournements de grands sous. Et la preuve est là, dès que le chef de l'État a commis un certain nombre d'acteurs de la transition en dehors des membres du gouvernement pour aller vérifier l'effectivité des travaux dans les provinces, le bilan a été catastrophique. Vous arrivez chez moi à La Souville, j'ai vu même dans mon village où ils ont mis comme projet la construction de latrines publiques. Mais ça, c'est une folie. Et j'ai vu le coût, 14 millions. C'est impensable. Moi, j'ai fait à l'époque d'Omar Bongo Ondimba les latrines publiques à l'école Sainte-Anne à hauteur de 3 millions de francs CFA. Mais ces latrines publiques existent jusqu'à aujourd'hui à l'école Sainte-Anne. C'est moi, David Berakouma, qui ai conçu ces latrines publiques. J'avais écrit au chef de l'État Omar Bongo Ondimba à l'époque. Il avait financé mes projets à hauteur de près de 50 à 60 millions. Omar Bongo Ondimba. Avec la scolarisation des jeunes filles de mon quartier, il m'avait remis un montant de 4 millions en termes de bourse, sans compter le pont, et qui est à l'heure actuelle abandonné du côté du stade annexe, qui avait également été financé à hauteur de 4 millions. Et des cas comme ça, des projets financés par le chef de l'État, je pourrais vous les décrire. Des traces de tout ce que j'ai fait dans ma circonscription administrative et territoriale. À l'heure actuelle, je suis à 5 maisons construites par les acteurs politiques en faveur des démunis de mon quartier. Première maison construite par Hervé Patrick Opianga. La seconde maison construite par Vincent de Paul Ngonjou. La troisième maison, je l'ai fait construire par Lord Organ Ngonjou. Toujours sur apport du chef de l'État. La quatrième maison, je l'ai fait construire par le général de Mapan.
le général Gaël Ayoum. La 5e maison, je l'ai fait construire par le canal du docteur Tchengori. Le docteur Tchengori, qui a d'ailleurs été reconduit secrétaire d'arrondissement du Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement. Là, il y a une 6e maison également, qui a été construite par le jeune Melvin Ngonju, en dur, en faveur d'une autre diminuée de Monkati. 6 maisons. Ce n'est pas moi qui les construis, c'est les acteurs politiques qui les construisent par mon canal, parce que chez moi, la baie de cochon, je leur avertis que la baie de cochon, pour pénétrer la baie de cochon, ce n'est pas pour venir donner un t-shirt, une casquette, une bévérie, non. Vous voulez pénétrer la baie de cochon, vous voulez que je vous accompagne dans votre politique, vous posez un acte majeur. Et on choisit le plus démuni du quartier et on lui donne le sourire. 6 maisons construites à l'heure actuelle. Donc si on évalue la performance du gouvernement Raymond Dorsima, eh bien, c'est une performance aléatoire. Regardez sa première performance lorsqu'on a payé les agents publics. Tous les ayants droit n'ont pas obtenu. Leur rappel sursaute. Tous les ayants droit n'ont pas été régularisés. Et pourtant, on parle de l'égalité de traitement de tous les agents publics. Or là, on a eu une égalité de traitement à géométrie variable. Et lorsqu'on a fait l'identification des agents publics, on a identifié nombreux parmi nous comme des fonctionnaires fantômes. Après vérification de nos actes administratifs, ils se sont rendus compte que nous n'avons jamais été des fonctionnaires fantômes, mais nous avons tout simplement été les pestiférés, les rejetés d'une administration en manque de moyens pour pouvoir restructurer notre système étatique. Mais les autres ont eu à faire le concours, ils sont repartis à l'ENA, d'autres ont bénéficié justement des formations, ils sont repartis à l'école, mais moi, David Beakouma, ils m'ont gardé ici. Et j'étais parmi les meilleurs élèves de leur groupe. Et c'est lui qui parle de l'évaluation des agents publics, le Premier ministre. Il parle de l'évaluation. Il parle de la notation. Qui mieux qu'un service universitaire ou bien écolier qui a la vraie compétence d'évaluer les gens. Parce que l'évaluation, lorsque nous on la faisait, on masquait l'identité de la personne. Et vous pensez qu'un agent public qui a des compétences, qui a pour supérieur hiérarchique un directeur de ressources humaines, qui n'a pas les mêmes aptitudes professionnelles que lui, qui n'a pas les mêmes capacités cognitives que la personne dont il est le supérieur hiérarchique, et vous pensez que ce supérieur hiérarchique peut bien vous noter, vous? Vous pensez que ce supérieur hiérarchique va vous aider à accroître votre productivité, votre rendement, va vous pousser à répartir à l'école, aller à l'ENA devenir conseiller diplomatique, il va vous aider à être un ministre plénipotentiaire au ministère des Affaires étrangères, il va vous aider à être un ambassadeur? Zéro. Ils vont préférer prendre d'autres personnes et c'est pourquoi vous arrivez dans notre secteur diplomatique, vous allez avoir que les ambassadeurs qui sont le plus souvent promus là-bas ne relèvent jamais du ministère des Affaires étrangères, à part quelques menus frétins. À part quelques menus frétins. Or, l'évaluation, justement, qui doit reposer sur la prise en compte des talents des personnes, leurs capacités et la vérification, l'authentification de leur diplôme. Mais nous avons fait, ils ont fait non, le recensement des fonctionnaires. Mais pourquoi ils ne viennent pas nous donner les résultats? Et je leur avais dit que c'est un recensement qui n'allait rien donner. Parce que ce recensement-là, c'est fait de la plus pire manière. À l'époque, lorsque Ali Akba Onanga a fait son recensement, ou bien Blaise Lembe, nous avons fait un recensement avec empreinte digitale. Un recensement physique avec empreinte digitale. Le recensement que le CTRI a fait, il y a des gens qui n'étaient même pas au Gabon, qui sont restés en France, aux États-Unis et autres, mais ils ont eu la présence au poste que moi, David Berakuma, qui suis resté au Gabon, n'avais pas pu obtenir, quand bien même on me voyait. Et qu'on ne me voyait pas tout le temps au travail, parce que je n'avais pas de bureau, je n'avais pas de chaise, je n'avais même pas un endroit où poser mon postérieur. Et c'est eux qui parlent de l'évaluation. Après m'avoir meurtri comme ça, après m'avoir empêché d'avoir une régulation de ma situation administrative à temps, après m'avoir empêché de participer au concours de l'ENA,
où j'aurais gagné, sans autre tricherie comme d'autres tricheurs qui sont en train de condamner la voix de leurs tricheries qui sont là depuis des semaines à l'Assemblée nationale. Et les députés de cette ère transitionnelle ne sont pas capables d'aller écouter leurs concitoyens. Mais ils sont impliqués dans une campagne électorale dont ils n'ont pas de bénéfice. Mais le bénéfice pour eux, ce n'est pas leurs différents électeurs à venir. Voilà des agents publics, des agents, des compatriotes qui ont passé le concours de l'ENA et ils ont vu des tricheurs être admis. Des gens qui n'ont même pas compétit, être admis. Et eux qui ont compétit sont échoués. Et ils sont là en toute indifférence. À 2 jours de l'ouverture de la campagne présidentielle. Ils sont là à l'Assemblée. Comme des résidus, comme des pestiférés, comme des laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique. Il n'y a personne pour aller les écouter. Je dis bien personne. Et c'est lui le premier ministre, chef du gouvernement, qui vient parler de l'évaluation. La première évaluation, c'est l'évaluation de la structure gouvernementale. L'évaluation de l'exécutif du pouvoir. C'est la première évaluation. Et dans cette évaluation, on tient compte du principe de la collégialité gouvernementale. On ne fait pas une évaluation ministère par ministère, ce n'est pas possible. On fait une évaluation collective. Parce que la collégialité gouvernementale ne tient pas compte des spécificités. Parce que si on tient compte des spécificités, on va donner la palme d'or au ministre de l'Intérieur, qui a réussi à organiser tout le processus électoral, en tenant compte du rejet définitionnel qui a été promis par le chef de l'État, en tenant compte de la courbe. Il a fait appel à des contributions des compatriotes gabonais. Tout le monde a contribué, y compris ceux-là qui n'ont pas été capables d'écrire 10 pages, qui les ont abandonnés, qui n'ont pas contribué, qui aujourd'hui font le bruit dans les réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont fait aucune proposition, puisqu'il fallait écrire. Bobby Sang, bien, les pays allaient écrire quoi? Il fallait une introduction, un déroulement à la conclusion. 10 pages, il n'y a pas. Vous arrivez là-bas, il n'y a pas leur trace. Mais nous, on a nos traces là-bas. Et nous qui avons déposé ces papiers, on ne nous a pas admis. Justement, au sein de l'organe qui était chargé d'épulcher nos propres propositions. On a encore pris ceux qui n'ont même pas déposé les papiers, on les a fait sauter à pieds joints. Ils se sont retrouvés là-bas, dans les commissions comme des commissaires et autres. Aujourd'hui, je vois Bunzanga, qui était responsable de la commission politique et autres, qui arrive comme ça aujourd'hui à décrier une constitution, un code électoral et toute autre chose dont il a participé au plus haut niveau. Il arrive même à tenter d'être candidat à une élection présidentielle, après il a retiré sa candidature, dire que le processus était biaisé. Mais mon frère, même, vous êtes des véritables manipulateurs. Lorsque Ulrich Malekou était en train de décrier le régime présidentialiste que vous étiez en train de mettre en place, toi, Bunzanga, tu avais répondu quoi? Aujourd'hui, c'est toi qui oses critiquer maintenant l'action du chef de l'État, au sommet de l'État, alors que toi, tu as contribué à la mise en place d'un régime présidentialiste mortifère. Un régime présidentialiste qui va nous causer plus de problèmes que le régime que Ali Bongo Niba nous avait ici. Un présidentialiste où le Premier ministre est débarrassé et ce Premier ministre s'accroche à exercer une prérogative dont il a déjà perdu. Et il pense que c'est en un mois qu'il va arriver comme ça là, à avoir un bilan de plus positif de son action. C'est de la manipulation. Monsieur le Premier ministre, il vous reste à peine un mois de la perte de votre fonction de Premier ministre. Vous ferez mieux de vous concentrer sur autre chose, sur la pré-campagne présidentielle, sur ce que vous allez devenir. Certainement, vous savez déjà ce que vous allez devenir. Vous connaissez déjà votre point de chute, parce qu'on sait que vous êtes un épicurien, un plutocrate phalangiste. Je vous vois très mal accepter de soutenir l'action de Brice Koto Oligui-Nguema dans un contexte particulier, qui est celui de la sortie d'une transition aussi difficile, et que vous n'ayez pas un point de chute, et que vous seriez en train de faire le jeu que vous êtes en train de jouer là. C'est une entourloupe. Et les Gabonais sont mûrs. Pire encore, les agents publics scolarisés comme nous. Vous ne pouvez tromper personne là. La première évaluation, c'est votre autocritique, votre architecture gouvernementale, qui a mis une constitution mortifère jusqu'à son adoption. La première évaluation, c'est votre évaluation, où vous avez mis un code électoral exclusif. Un code électoral qui a exclu le plus grand nombre de compatriotes gabonais de la course pour la conquête du pouvoir.
La première évaluation, c'est vous, la structure gouvernementale, qui n'avez pas été capable de lutter contre la corruption, de lutter contre l'impunité politico-judiciaire. Et c'est vous qui avez encouragé le détournement de fonds publics par bande organisée, qui avez freiné l'accélération du processus de développement de notre pays pendant la période de transition. Parce que vous avez laissé les gens une fois de plus voler l'argent public sans accomplir les tâches qui leur étaient commises pour pouvoir amener Brice-Coteur Liguingema dans la réalisation d'un certain nombre de projets structurants. C'est vous. C'est votre bilan qui est à plaindre et non le bilan des agents publics. La seconde évaluation, c'est votre incapacité notoire de mettre en place de véritables mécanismes de justice pluraliste. Regardez l'état mortifère de la justice de notre pays. Là, nous sommes en pleine campagne électorale. Le ministère de la Justice est en grève depuis combien d'années? Les droits fondamentaux des Gabonais sont bafoués. Aujourd'hui, avec justement la grève des magistrats, eh bien, les droits publics sont escatologisés. Les gardes à vue sont allongés. Pire encore, les arrestations arbitraires et autres. Dès lors que on ne peut pas juger les gens. Et pourtant, c'est un principe de droit. Le juge qui refuse de juger commet un déni de justice. Voilà quelqu'un qui a arrêté sur des faits de présomption. Et il se retrouve en prison, sans jugement. Et le plus grand nombre de compatriotes gabonais qui sont en prison là-bas ont purgé leur peine. Et vous n'êtes pas capable de faire sortir ces personnes-là. Alors qu'ils ont déjà dépassé leur peine. Et c'est vous qui parlez de l'évaluation. Si on fait l'évaluation maintenant, compartiment par compartiment, ministère par ministère, vous êtes sûr, monsieur Ndorsima, que vous allez vous en sortir zéro. Si on devait même vous donner la moyenne, vous ne l'atteindrez même pas. Lorsqu'on voit le ministère de la Jeunesse et des Sports, quel est le bilan, le rendement de ce ministère? Le ministère de la Culture, quel est le bilan des acteurs culturels aujourd'hui? Où sont les industries culturelles? Zéro. Le chef de l'État a mis un certain nombre de mécanismes pour permettre à la jeunesse de pouvoir lutter contre l'oisiveté. Où? Le championnat est où? À l'époque, nous avions le championnat de football, le championnat féminin, nous avons le championnat masculin, nous avons les équipes des minimes, des cadets, des juniors, deuxième division et autres. Nous avons plusieurs plateaux sportifs. C'est où? Nous avions le basket. Moi, j'ai fait le football. J'ai fait la boxe, j'ai fait le karaté, j'ai fait le handball. J'ai fait le handball, j'ai fait la piscine, j'ai fait le grimpé. Où sont toutes ces disciplines? Si on faisait le bilan de ministre de la jeunesse, des sports, de l'air de la transition, vous pensez que vous allez vous en sortir? Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Si on faisait le bilan du ministre du budget, avec tout le bruit de bottes de détournement de fonds publics par bande organisée, avec les interpellations auprès de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Si on prend le bilan du ministre de l'économie et l'autre, avec l'achat justement d'Assala, les retombées de cet achat-là, si on fait une évaluation, une étude comparative, vous allez vous en sortir? Si on fait une étude des agrégats macroéconomiques de l'ère d'Ali Bongo Ondimba avec l'ère de la transition, mettre sur une balance pour apprécier notre niveau d'endettement, pour apprécier le financement des projets structurants pendant l'ère de la transition, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Si on tient compte de ce que l'autre disait, maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts, on prend le ministère des Mines, l'énergie et autres, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Ou on nous amène un bateau supposé être au large du Gabon qui doit donner l'électricité aux Gabonais. Et jusqu'à présent, on n'a pas l'électricité. On a les coupures intempestives. Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Encore que le ministre de l'économie est le même ministre hier qui a décrié la gestion scabreuse, comateuse, apocalyptique de celui-là qui est engagé dans le même processus d'élection présidentielle, l'ancien premier ministre que je n'aimerais pas citer le nom pour ne pas lui faire une publicité gratuite. L'homme au calcul mathématique les plus incongrus ou les plus spectaculaires. Il est ministre de l'économie, ministre de l'énergie. Aujourd'hui, il n'est plus capable.
d'aider les populations gabonaises, avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie, avoir accès à un minimum de conditionnalité. Regardez l'eau, la SCG. Les Gabonais sont en train de boire une eau sablonneuse, une eau vraiment... C'est parce que nous n'avons pas d'argent et on n'a pas le choix. Il n'est pas capable d'exiger les Gabonais d'avoir des fuites. Parce que cette eau de la SCG là, elle est presque impotable. Alors que les caractéristiques de l'eau, c'est un coup de C1. L'eau doit être incolore, indolore et inodore. Mais regardez l'eau de la SCG. Elle est colore. Tantôt elle est bleue, tantôt elle est rouge, tantôt elle est jaune. Mais il y a un ministre de l'énergie qui hier faisait la grande gueule dans une opposition maquilleuse comparable à des gaz prostitués dévergondés la baie de cochon aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Il n'est plus capable d'exercer sa médecine du travail pour guérir le malade. Or, l'état de santé mentale, l'état de santé psychique, psychologique et psychiatrique d'un peuple est un évaluateur de la malgouvernance. Le manque d'eau dans les robinets, c'est une caractéristique de la malgouvernance. Et vous voulez provoquer les agents publics. C'est vous qui parlez de l'évaluation. La première évaluation, c'est votre propre évaluation. L'évaluation du pouvoir exécutif à travers l'architecture gouvernementale. Puisque c'est vous qui êtes chargé de mettre en branle les politiques publiques. C'est vous et non les agents publics. La seconde évaluation, c'est notre capacité de notre chambre bicamérale. La capacité de notre chambre bicamérale de prendre des lois qui puissent satisfaire le plus grand nombre de personnes. Mais regardez notre chambre bicamérale. Une chambre bicamérale qui arrive comme ça à voter une constitution totalement en opposition avec les droits fondamentaux. Elle arrive à valider une constitution totalement qui nous ramène vers l'ère de Mono sapiens. Une ère primitive où les libertés et les garanties de droits arrivent vers un recul démocratique. Bah, l'exclusion d'un grand nombre de compatriotes gabonais de la course, alors que ces députés-là sont censés connaître les caractéristiques de la loi, la généralité de la loi, son impersonnalité. C'est vous qui parlez de l'évaluation. La chambre bicamérale actuelle, une caisse de résonance au service des nantis, au service de Plutocal Pseudo, membre du système Bongo PDG CTRI. Vous allez parler de la performance, vous allez parler de l'évaluation, vous allez parler de la notation. Et vous pensez qu'après mon discours là, les populations peuvent bien vous noter? Un professeur vraiment engagé peut vous donner même la moyenne 0. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Comme disait un proverbe vrai. Et la truie l'avait c'est une fois de plus vautré dans le bourbier. Des sénateurs qui ont encouragé un système autocratique. Un système basé sur la personnalisation et la personnification du pouvoir. Alors que l'État, qui est la forme la plus achevée du pouvoir, au travers de l'institutionnalisation du pouvoir, devait garantir les libertés individuelles et collectives. Une loi fondamentale adoptée, diffusée au journal officiel après un décret de promulgation, et cette loi fondamentale obtient un caractère suspensif. Mais ils sont des députés élus, ils m'ont même pas élus nommés, des sénateurs nommés, qui ne savent pas qu'une loi promulguée, diffusée au journal officiel a un caractère exécutoire, ne peut plus avoir un effet suspensif. Mais leur loi fondamentale a un caractère suspensif parce qu'il faut attendre le 12 avril prochain pour faire disparaître la fonction du Premier ministre qui aurait été supprimée depuis l'adoption de la loi fondamentale. Mais ils ont des juristes là-bas, des docteurs en droit, que sais-je, des docteurs en droit tropicalisés. Je dis bien des docteurs en droit tropicalisés. Ils ne savent pas jusqu'aujourd'hui que nous sommes dans un régime présidentialiste hybride où il y a une superposition de l'ordre juridique. Nous avons une charte de la transition qui a déjà fait problème, qui est querelleuse par rapport aux conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle du chef de l'État, leur propre charte de la transition qu'eux-mêmes ils ont écrit. Cette même charte de la transition qui continue à être exécutée alors que la loi fondamentale aurait dû être en vigueur, quand bien même cette loi fondamentale a un caractère suspensif et que les situations particulières arrivent à être exécutées immédiatement. Vous êtes, est-ce que vous vous entendez même parler? Vous êtes même un peu sérieux? Et c'est un cerveau illuminé comme moi, David Berakouma, frappé du saut du cerveau et l'onction à la faculté, que vous pouvez dire que David Berakouma, c'est un agent public des bas quartiers, des pays mal famés, des quartiers sous-intégrés. Mais c'est mal me connaître.
une superposition de 3 ordres juridiques dans un même système étatique. Mais c'est la folie. C'est quel genre de juriste qui vous enseigne comme ça? Vous avez ils ont la charte de la transition qui est en vigueur, ils ont la moitié de la constitution qu'ils ont adoptée avec un décret de promulgation au journal plus diffusion au journal officiel, et cette loi fondamentale est exécutée à moitié à géométrie variable, et c'est cette géométrie variable-là qui a permis d'exclure les plus de 70 ans à l'élection présidentielle et les moins de 35 à 18 ans. Or, la majorité législative est à 18 ans. Et le caractère de la généralité de la loi ne peut pas faire en sorte qu'on puisse exclure des compatriotes à la course. Ça, vous ne le savez pas. Mais où étaient les députés? Où étaient les sénateurs pour venir répondre aux questionnements justement des 4 mousquetaires qui vous posaient tout simplement des questions de droit, des questions d'ordonnancement juridique, des questions de hiérarchie de la norme juridique? Zéro. Le gouvernement n'a pas été capable de répondre jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce même gouvernement-là qui nous a causé les problèmes, qui est en train de créer les problèmes à Buscoto, Liguidema, qui se retrouve avec des plaintes partout parce que le gouvernement a mal fait le travail qui était le sien. Là, j'ai parlé de l'exécutif pouvoir, j'ai parlé de la chambre bicamérale, avec sa gestion comateuse, une gestion scabreuse, une gestion qui n'a servi qu'à accompagner justement l'État tout au long de cette période transitionnelle. Et là, vous avez le corps judiciaire, là-bas c'est pire. Parce que là, on court le risque d'avoir également une tour de Pise à la Cour constitutionnelle. Voilà des gens qui ont mis en place une loi fondamentale dont ils n'ont pas été capables de demander la démocratisation des institutions. Alors qu'il est possible de démocratiser l'ensemble de nos institutions. Élire un président de la Cour constitutionnelle. Il est possible de l'élire pour empêcher qu'il soit nommé. Il est possible de faire en sorte que dans nos différentes administrations publiques, qu'on puisse tenir compte des critères véritables de la compétence qui doit être basée sur une saine compétition pour l'occupation de postes. On a vu lorsqu'il y a eu la recherche du directeur du Fonds gabonais d'investissement stratégique. On l'a vu pour la direction générale de l'OPRAG. Il y a bel et bien eu un appel d'offres avec des critères d'éligibilité pour permettre à la compétition. À mon frère Modeste qui est là-bas, directeur général justement de l'OPRAG, de la douane, je crois, la douane ou l'OPRAG, peu importe, je crois la douane. Mais lui, il était mon chef de classe lorsque nous étions en faculté de droit. Et il n'y a personne qui vous dira que cet enfant n'était pas intelligent. Personne ne le dira. Aujourd'hui, il est directeur général de l'OPRAG, de la douane, après une rude compétition. Mais qui a aidé le fils de Mine Douma à compétir pour se retrouver président justement et directeur général du Fonds gabonais d'investissement stratégique? Qui a démocratisé les postes de président du conseil d'administration où vous nommez vos copains, vos coquins, vos fantassins, vos consanguins, les membres de vos familles en pleine transition? Pourquoi vous voulez faire parler les gens? Vous pensez que si on fait un bilan de la transition là, moi David Beakouma, je fais un bilan de la transition là, vous êtes sûr que l'architecture gouvernementale là, vous allez vous en sortir? Jamais. Vous n'allez pas vous en sortir. Secteur par secteur, vous ne vous en sortirez pas. Si je prends le secteur de l'éducation, je prends le secteur de la formation professionnelle, vous n'allez pas vous en sortir. Ce n'est pas possible. Donc, on va aller aux élections. C'est bien. Le chef de l'État a donné instruction de pouvoir payer les rappels sur le solde que vous me devez, que vous nous devez. Mais c'est le même Raymond Donsima, lorsqu'il avait payé les rappels sur solde à l'époque où il était Premier ministre, qui avait payé les rappels sur solde une fois de plus à géométrie variable. Jusque-là, vous me devez les rappels sur solde de mon intégration. On m'avait payé la titularisation, alors que les autres, on les avait tout payé. L'intégration, la titularisation. Les gens ont eu les 10 millions et autres. Moi, j'avais eu à peine 1 million. Voilà, vous venez de payer les premiers rappels sur solde, là, les avancements et tout. Je n'ai même pas eu un clopin, même pas 100 francs. Certainement, là, la deuxième phase encore,
vous allez encore trouver le moyen de m'exclure, puisque je suis devenu votre moins cher. Je suis devenu votre pâte à modeler. Mais qu'à cela ne tienne, vous ne changerez rien de mes convictions. Je vous dis, ce Gabon-là, c'est notre pays à tous. Et nous nous battrons jusqu'au bout, même à la dernière goutte de mon âme. Mes droits fondamentaux, je les ferai respecter. Parce que vous le voulez ou pas, que vous le voulez ou pas, un jour, moi je serai parmi les dirigeants également de ce pays-là. Un jour, je dis bien, je serai parmi les dirigeants de ce pays-là. Là, par extraordinarité, vous avez reçu à me dribbler, malgré les instructions du chef de l'État. Bon, mais qu'à cela ne tienne, j'aurai ma vengeance dans ce pays. Je vous le dis bien, j'aurai ma vengeance. Je ne peux pas avoir été flagellé aussi longtemps, martyrisé par des individus qui n'ont même pas le niveau même de conscience que j'ai, qui n'ont même pas le niveau même de mon inconscience, qui n'ont même pas le niveau de mes aptitudes cognitives. Mais ils arrivent à promouvoir les leurs et ils veulent m'emmerder, moi, David Bergman. Vous voulez me flageller? Et vous pensez que je vais vous laisser comme ça sans pouvoir me défendre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Les faibles ont la force pour ceinture. Et la Bible va plus loin que la force est à l'Éternel des armées. La force est à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est le Dieu du Gabon. Et celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois, les royautés. Et celui qui les renverse. Sans aucune intervention humaine. L'Éternel des armées les renverse. Sans aucune intervention humaine. La même dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline partout il veut pour accomplir sa volonté. Vous connaissez la volonté de l'Éternel des armées pour le Dieu du Gabon? Vous connaissez sa volonté? Pour l'année 2025, pour l'année 2026, pour l'année 2027. Vous avez un encadré. 2025-2027. 2025-2027. C'est cet encadré-là. C'est dans cet encadré-là qu'il y a un véritable mystère. Dans cet encadré-là, il y a un véritable mystère. Et ce mystère glorieux-là, vous ne le saurez pas. Et la prophétie s'accomplira dans ce mystère glorieux. 2025-2027. L'encadré-là est là. L'encadré-là est là. Et ça, vous ne pouvez pas lutter contre cet encadré-là. Vous ne pourrez pas lutter contre cet encadré. Donc, toutes les provisions électoralistes que vous êtes en train de faire, tous les schémas que vous êtes en train... Mais c'est bien pour vous. Allez-y. Allez-y, faites-en. Faites-en, on verra. Vous savez, l'avantage avec nous, les fils d'Isaac, c'est que le Seigneur nous a donné l'art d'interpréter les plans. Le Seigneur nous a donné l'art d'interpréter les plans. Le Seigneur nous a donné l'art d'anticiper sur les événements. Les amis, faites attention. Méfiez-vous du peuple gabonais. Ce peuple qui sommeille là est un peuple extrêmement dangereux. C'est un peuple excessivement nocif. Vous voyez le calme du peuple gabonais là. Vous n'imaginez pas ce qui tourne dans la tête de ce peuple là. Les calculs que vous faites là, vous n'imaginez pas les calculs que ce peuple a fait aussi lorsqu'il se retrouve. Quand vous faites vos réunions dans les salons feutrés et calfeutrés, avec vos courtisans intrigants, mais vous pensez que nous dans les mapanes aussi, nous on fait quoi? Nous aussi on fait nos réunions si vous ne savez pas. Et nos réunions sont plus pédagogiques que vos réunions, puisque vos réunions c'est dit oui, oui, oui seulement. Vous ne pouvez pas critiquer l'action du prince devant le prince. Mais nous on a cet avantage. Dans nos quartiers, on peut critiquer l'action du prince. On peut amener le prince à améliorer sa gouvernance politique, économique et sociale. On peut amener le prince à se corriger. Mais vous, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et là, on attend le paiement des rappels sur sol, des avancements. Mais il y aura encore, c'est encore un autre désordre auquel nous allons assister. Avec des moins droits,
des ayants droit et des moins droits avec des inégalités et autres et tout. On attend votre évaluation et votre processus de notation des agents publics. C'est bien pour vous. Mais vous ne savez pas que dans la structure gouvernementale, il y a les gens qui n'ont même pas le BPC chez vous là-bas. C'est vous qui l'ignorez que dans la structure gouvernementale actuelle même, de Biscoto, le Guinguema, il y a les gens qui n'ont pas le BPC, qui n'ont même pas le bac, mais qui sont là-bas membres du gouvernement, qui étaient membres du gouvernement d'Ali Bongo Diba, qui n'ont d'ailleurs rien fait, mais qui sont encore membres du gouvernement de Guinguema, avec des résultats mitigés. Oh la performance, oh l'évaluation. Vous vous moquez de vous-même. Vous pensez que vous vous moquez de qui? Vous vous foutez de vous-même. N'importe quoi. Dites à mon frère Hiroshima, Patrick Oyiba, que je suis en train de me déplacer là pour aller vers lui, pour l'émission. Voilà. Qui m'appelle dès qu'il reçoit ce message-là. Monsieur Patrick Oyiba, Hiroshima. Voilà. Il faut m'appeler, tu me dis là où je vais te trouver pour l'émission. Je suis en train de me déplacer. Allez les gars, merci de votre bien aimable écoute et attention. Partagez cette vidéo-là. Partagez cette vidéo. Laissez ces gens-là faire ce qu'ils se sont résolus de faire. Hein, ça ne sert à rien. Le jour de vote, vous partez, vous votez, vous finissez de voter, rentrez chez vous à la maison. Lorsqu'on va vous appeler pour aller se battre avec d'autres partisans, vous savez que les jeunes sont en vacances là. Moi, mes enfants ils sont déjà là, sont en vacances. Donc, tous les badauds là, et tous les fumeurs de cannabis là, les récalcitrants des lycées et collèges là, que les parents n'ont pas pu redresser, là, c'est la période propice. Vous allez les voir partout dans les meetings et tout et tout. Et ce sont ces gens-là qui sont à plaindre. Parce que cette jeunesse-là, oisive-là, c'est une jeunesse accidentogène. Une jeunesse nucléaire. Et ceux-là, ils ne sont pas comme nous. Eux, ils marchent avec les couteaux, ils marchent avec les calibres 12, ils marchent avec les armes blanches. Et c'est cette jeunesse-là qui a plaindre pendant le processus électoral. Mais ce n'est pas des sexagénaires comme nous, qui avons déjà passé la cinquantaine, qui allons aller nous battre avec les gens. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai fini de voter, je rentre chez moi. De toutes les façons. Et la campagne, là, je sais que je n'ai rien gagné. Que je gagne quelque chose, d'ailleurs, je sais que je n'ai rien gagné. Et je n'attends d'ailleurs même rien. Donc, tant pis. Tout ce que je ferai, c'est l'exercice de mon droit de vote. C'est tout. Le reste, faites comme vous voulez. Bonne chance à vous. On verra la suite. Le 15 avril, c'est là à côté. On viendra ici, faire le bilan. Bureau de vote par bureau de vote. Arrondissement par arrondissement. Circonscription électorale par circonscription électorale. Mais la dangerosité de l'élection, c'est que après, vous ne pourrez pas remettre encore les chiffres. Même si certains ont appris l'art de manipuler les chiffres, mais c'est tant mieux pour vous. Mais les vrais chiffres seront toujours connus. Les vrais chiffres seront toujours connus. Vous pensez qu'au plus que Toli Guiguema va vous donner autant de moyens, autant d'argent, c'est pour que vous lui fassiez une entourloupe. Mais tentez l'entourloupe, on verra. Certains parmi vous seront en prison après le scrutin. Parce qu'on sait que c'est la même stratégie comme les nourrir. Lorsqu'on a arrêté Yanunguru, on a dit, mais tous ces milliards là, les valises là font quoi? Il a dit, c'est l'argent de la campagne. Et pourtant, avec ces valises là, il aurait pu même payer toute l'opposition entière. Et Ali restait seul candidat unique. Mais il a pris l'argent, pour eux, on l'a dit, bon, Ali va gagner, les militaires vont nous protéger, si le peuple sort dehors, on va leur tirer dessus, et puis on prend le pouvoir par la force, et puis on s'en fout. Voilà, là où ils sont m'enfoutés, c'est là amené. Et c'est encore leur propre gens, on voulant dire, allons-y sur le terrain, allons-y sur le terrain. Il est là en train de jouer les orgueils avec une grosse veste. Allons-y sur le terrain maintenant. Bon, à cause de ta vidéo, allons-y sur le terrain. Tu as transformé ton adversaire politique est devenu Premier ministre du Gabon. Et il t'avait bien dit, comme vous l'avez dit, tu n'es rien et tu n'étais rien quand j'étais Premier ministre. Voilà, là il a encore Premier ministre. Double Premier ministre. Là il a le record. Il est 2 fois Premier ministre. Et là il va faire ses 18 mois là, c'est fini. Il va avoir sa retraite dorée de 120 millions de francs CFA par an avec les voitures, les gardes corps. Vous êtes allé au dialogue, vous avez parlé des retraites. Comment diminuer la retraite de ces gens-là? Vous avez parlé justement du traitement des membres de la Cour constitutionnelle. Comment réduire leur traitement pour arriver à dégager les marges de manœuvres financières pour financer le progrès de vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Lorsque on nomme des tocards à l'Assemblée, on nomme les tocards au Sénat. Vous vous attendez à quoi? N'importe quoi.